la plupart des gens apprennent que les animaux sont soit des animaux de compagnie, soit des produits d'usine. Mais ce n'est pas ainsi que nos ancêtres ont survécu. Pendant des milliers d'années, certains animaux ont discrètement fourni de la nourriture, des revenus, du travail et de la sécurité avec très peu de terre, de nourriture ou de coûts. Les agriculteurs japonais l'ont compris mieux que quiconque. Pendant des siècles, ils ont géré de petits systèmes d'arrière-cours productifs qui généraient des revenus mensuels fiables sur moins d'espace qu'un jardin américain moyen. Cette connaissance n'a pas été perdue parce qu'elle a cessé de fonctionner. Elle a été enfouie lorsque les systèmes modernes ont pris le relais. Dans cette vidéo, je dévoile 7 systèmes animaux oubliés que les agriculteurs japonais utilisaient. Des systèmes qui fonctionnent encore aujourd'hui, surtout si vous appréciez l'autosuffisance, une vie saine ou l'indépendance financière. Si vous croyez que les animaux sont plus que des animaux de compagnie, ceci est pour vous. Je partage des systèmes animaux oubliés comme celui-ci chaque semaine, et nous suivre signifie que vous ne manquerez pas les connaissances que la plupart des gens n'apprennent jamais. Débloquons-les. La caille japonaise. Cet animal est important car il résout un problème de survie discret que la plupart des Américains ne réalisent pas avoir. Le coût croissant des protéines saines, les œufs ne sont plus bon marché. Les factures d'épicerie continuent de grimper et la plupart des familles n'ont aucune solution de rechange. Nos ancêtres l'avaient compris. Les systèmes modernes nous ont appris à l'ignorer. La caille japonaise, appelée Uzura au Japon, est l'un des oiseaux les plus productifs et les plus économes en espace jamais élevé par des familles rurales. Un seul oiseau de la taille de votre poing pond jusqu'à 300 œufs par an. C'est une production quotidienne d'un animal qui ne coûte presque rien à nourrir et occupe moins d'espace qu'un grand bac de rangement. La raison pour laquelle ce système fonctionnait n'était pas la technologie. Cela fonctionnait parce que c'était adapté à la vie réelle. Espace limité, saison imprévisible et ressources faibles. Les cailles arrivent à maturité en seulement 6 à 7 semaines, bien plus vite que les poulets. Elles n'ont pas besoin de pâturage. Elles n'ont pas besoin d'un grand poulailler. Une simple cage grillagée dans un coin d'arrière-cour. Un garage ou même un porche couvert suffit. Elles ne dépendent pas d'une alimentation commerciale constante, d'électricité ou de dette. C'est pourquoi les familles rurales japonaises les ont élevées pendant des générations comme une source de nourriture discrète et fiable. Historiquement, tout ce dont elles avaient besoin était un petit espace abrité, des grains secs et des restes de cuisine, aucun équipement spécialisé, aucun apport moderne. La pratique était simple. Alterner leur alimentation entre insectes de cueillette, légumes secs et grains pour maintenir les coûts proches de zéro. Pas de mise à l'échelle, pas de maximisation, juste de la régularité. Pour le maintenir, ils se concentrèrent sur une chose, garder les oiseaux au chaud, au sec et sans stress. Ce rythme naturel suffisait à maintenir la production stable à chaque saison. Au fil du temps, cela n'a pas seulement fourni des protéines saines pour la table familiale. Cela a créé une véritable stabilité. Les œufs de caille sont considérés comme un aliment santé de premier choix aux États-Unis. Ils se vendent jusqu'à 3 fois le prix des œufs de poule standard sur les marchés fermiers, dans les épiceries spécialisées et directement au restaurant. Des communautés entières du Japon rural comptent sur les cailles, non seulement pour la nourriture, mais pour un revenu stable et fiable qui ne nécessitait pas de quitter la maison ou de dépendre d'un employeur. Un détail que la plupart des gens oublient est que les agriculteurs japonais nourrissaient leurs cailles avec des coquilles d'huîtres et de palourdes concassées collectées sur les colos locales. Une source de calcium totalement gratuite qui durcissait les coquilles d'œufs et les rendait plus attrayantes pour les acheteurs. Vous n'avez pas besoin de cela pour commencer, mais cela explique pourquoi les œufs produits dans ces systèmes traditionnels étaient d'une qualité systématiquement supérieure à celle des œufs de caille élevés commercialement vendus en magasin aujourd'hui. Ce petit détail oublié fait la différence entre un bon produit et un produit qui change la vie. 2. Les carpes dans les rizières. Cet animal est important car il résout l'un des plus vieux problèmes de survie discret. Comment produire 2 produits de valeur sur un seul lopin de terre sans doubler vos coûts ou votre travail? Nos ancêtres appelaient en cela de la sagesse. L'agriculture moderne appelle cela de l'inefficacité et l'a remplacé par des engrais chimiques et du poisson importé.
Les agriculteurs japonais comprenaient quelque chose que la plupart des producteurs américains n'ont jamais appris, que le bon animal placé dans le bon environnement ne se contente pas de survivre. Il travaille pour vous. Pendant des siècles, les familles rurales japonaises ont relâché des koi juvéniles dans leurs rizières inondées au moment de la plantation. Les poissons mangeaient les insectes et les algues qui auraient endommagé les cultures. Leurs mouvements dans l'eau oxygénaient le sol. Leurs déchets fertilisaient le riz naturellement. À la saison de la récolte, les mêmes rizières qui produisaient du riz produisaient également une récolte complète de poissons sains et matures. Une parcelle, deux produits vendables productifs, pas de terre supplémentaire, pas de nourriture supplémentaire. Historiquement, tout ce dont ils avaient besoin était un champ inondé ou un modeste bassin d'arrière-cour, un petit nombre de jeunes poissons appelés alevins, et du riz saisonnier ou des plantes aquatiques. Aucun équipement spécialisé, aucun apport moderne. La pratique était simple. Relâcher les poissons au début de la saison de croissance et laisser l'écosystème les nourrir. Pas de mise à l'échelle, pas de maximisation. Juste un alignement sur les cycles naturels. Pour le maintenir, ils se concentraient sur une chose, la qualité de l'eau. Une eau propre et oxygénée maintenait à la fois les poissons et le riz en bonne santé tout au long de la saison, sans aucun soutien chimique. Au fil du temps, ce système n'a pas seulement fourni de la nourriture et de l'engrais, il a créé un investissement durable dont la valeur augmentait à chaque cycle. Les carpes fraîches se vendaient sur les marchés locaux. Les spécimens plus grands et plus colorés étaient conservés pour l'élevage sélectif. Et la culture du riz bénéficiait de la fertilisation naturelle, réduisant les coûts année après année. Des communautés agricoles entières à travers le Japon ont maintenu ce double système non pas parce que c'était à la mode, mais parce que c'était productif, fiable et autosuffisant d'une manière que la monoculture moderne ne permet tout simplement pas. Un détail que la plupart des gens oublient est que les koi d'ornement que nous voyons aujourd'hui dans les bassins de jardins américains ont été sélectionnés à partir de ce système d'élevage exact. Ce qui a commencé comme un poisson comestible pratique est devenu l'un des animaux d'ornement les plus précieux de la planète. Les koi de premier choix issus de lignées de qualité se vendent à des prix extraordinaires aux États-Unis et à l'étranger. L'élevage de koi d'arrière-cour est discrètement devenu l'un des investissements animaux à petite échelle les plus rentables disponibles pour les familles américaines, avec des coûts de démarrage bien inférieurs à ce que la plupart des gens imaginent. Les vers à soie. Cet animal est important car il résout un problème de survie que la plupart des Américains n'ont même jamais envisagé. Comment produire un produit rare et de haute valeur à partir d'une seule petite pièce de votre maison sans terrain? Système d'eau ou travail pénible? Nos ancêtres comprenaient que tout système productif n'a pas besoin d'espace. Certaines des sources de revenus les plus transformatrices de l'histoire étaient gérées de l'intérieur d'une modeste ferme. Les systèmes modernes remplacent ces connaissances par une production industrielle, et la plupart des familles en ont totalement perdu l'accès. Si ce genre de connaissances oubliées est important pour vous, n'hésitez pas à aimer la vidéo. Cela aide à la montrer à d'autres qui cherchent discrètement des alternatives au système qui continue de les décevoir. Et dites-moi dans les commentaires, aviez-vous déjà entendu parler de l'un de ces systèmes ou est-ce complètement nouveau pour vous? Je lis chaque commentaire. C'est une communauté bâtie sur le partage des connaissances. Et votre voix y est importante. Continuons à faire grandir cela ensemble. 3. Abeille mellifère indigène du Japon. Cet animal est important car il résout un problème qui devient de plus en plus urgent chaque année. Le déclin de la santé des pollinisateurs et le coût croissant du miel brut et sain sur les marchés américains. Nos ancêtres n'achetaient pas de miel dans des bouteilles en plastique au rayon des supermarchés. Ils élevaient des abeilles comme la nature l'avait prévu avec une intervention minimale. Des coûts réduits et des résultats remarquables. Les agriculteurs de montagne japonais ont maîtrisé cela pendant des siècles. Et ce qu'ils savaient est directement applicable à n'importe quel jardin américain aujourd'hui. L'abeille indigène du Japon, connue sous le nom d'Apis cerana japonica, est plus petite et plus calme que l'abeille occidentale que la plupart des Américains connaissent. Les agriculteurs japonais les gardaient dans de simples ruches en bois fabriquées à la main, parfois doublées de papier washi traditionnel pour l'isolation, placées près des lisières de forêt ou des jardins fleuris. Ces abeilles sont naturellement plus résistantes aux infections par les acariens
qui dévastent les colonies d'abeilles occidentales. Elles ne nécessitent presque aucune intervention, aucun médicament et aucun nourrissage supplémentaire lorsqu'elles sont placées dans un environnement approprié avec accès à diverses plantes à fleurs. Historiquement, tout ce dont elles avaient besoin était une seule ruche en tronc de bois ou une simple boîte placée près d'arbres en fleurs ou d'une bordure de jardin. Aucun équipement spécialisé, aucun apport moderne. La pratique était simple. Positionner la ruche dans un endroit abrité et riche en fleurs au printemps et laisser la colonie s'établir naturellement. Pas de maximisation, pas de mise à l'échelle, juste de la patience et du placement. Pour le maintenir, il se concentrait sur une chose, protéger la ruche du vent, de l'humidité et des prédateurs. Cela seul permettait à la colonie de prospérer et de produire année après année sans que l'apiculteur n'ait besoin d'intervenir. Au fil du temps, ce système n'a pas seulement produit du miel, il a généré de multiples produits sains et de haute valeur à partir d'une seule ruche. Le miel brut commande des prix premium élevés sur les marchés fermiers américains et dans les magasins de produits diététiques. La cire d'abeille est utilisée pour les bougies naturelles, les baumes à lèvres et le vernis à bois, tous des produits dont la demande croît parmi les acheteurs soucieux de leur santé et d'un mode de vie durable. La propolis, une substance résineuse que les abeilles produisent pour protéger la ruche, est l'un des compléments de santé naturels les plus recherchés sur le marché américain, apprécié pour ses propriétés antibactériennes et de soutien immunitaire. Un détail que la plupart des gens oublient est que la propolis récoltée sur les abeilles indigènes japonaises contient un profil chimique unique, distinct de la propolis des abeilles occidentales. Les chercheurs et les producteurs de produits de santé naturelle recherchent spécifiquement cette variété pour sa puissance. Les familles qui maintiennent des colonies d'abeilles indigènes ou adaptées à leur région et commercialisent leurs propolis auprès d'acheteurs bien-être. D'herboristes ou de détaillants de produits de santé naturelle exploitent un produit rare à marge élevée que la plupart des apiculteurs d'arrière-cour ne réalisent même pas posséder. Ce seul produit peut transformer une petite ruche d'un passe-temps en une source de revenus mensuels productive. Écrevisse d'eau douce. Cet animal est important car il résout le problème de survie discret de protéines fiables et abordables dans un format que la plupart des familles américaines n'ont jamais envisagé d'élever elles-mêmes. Nos ancêtres ne limitaient pas leurs systèmes alimentaires aux animaux évidents. Ils élevaient ce qui était disponible, ce qui était productif et ce qui ne coûtait presque rien à entretenir. Les écrevisses d'eau douce entrent dans ces trois catégories, et les familles rurales japonaises l'ont compris pendant des générations avant même que l'aquaculture moderne n'existe. Les communautés japonaises élevaient des écrevisses d'eau douce dans des bassins d'arrière-cour, des fossés d'irrigation et même de grands récipients en terre cuite remplis d'eau et de végétation. Les écrevisses se reproduisent rapidement, mangent des algues, des matières végétales en décomposition et de petits organismes aquatiques, ce qui signifie qu'elles se nourrissent largement d'elles-mêmes lorsqu'elles sont placées dans un environnement aquatique naturel. Elles ne nécessitent aucun système de chauffage, aucune alimentation commerciale et aucune filtration complexe. Un petit bassin d'arrière-cour, un grand abreuvoir ou même un réservoir de stockage peut supporter un système d'écrevisses productif sur n'importe quelle propriété américaine. Historiquement, tout ce dont elles avaient besoin était un bassin peu profond ou un grand réservoir d'eau, de vieux pots en terre cuite placés au fond pour servir d'abri et de la végétation aquatique naturelle pour établir l'écosystème. Aucun équipement spécialisé, aucun apport moderne. La pratique était simple. Introduire un petit groupe reproducteur et les laisser s'établir naturellement tout en maintenant une qualité d'eau de bas épaisse. Pas de maximisation, pas de mise à l'échelle, juste de la patience. Pour le maintenir, il se concentrait sur une chose, donner aux écrevisses un abri adéquat et de la matière organique naturelle dans l'eau. Cet environnement seul déclenchait une reproduction constante sans aucun investissement supplémentaire. Au fil du temps, cela n'a pas seulement fourni une source de protéines fraîches et saines pour la table familiale. Les écrevisses d'eau douce sont devenues de plus en plus rares sur les marchés urbains et suburbains américains. Ce qui signifie que l'écrevisse élevée localement est un produit de premier choix que les restaurants, les acheteurs de produits fins et les consommateurs directs recherchent activement
Les familles qui établissent même un modeste système d'écrevisses d'arrière-cour peuvent fournir un produit rare et constant aux marchés locaux, créant un flux de revenus mensuels régulier à partir d'un animal que la plupart de leurs voisins n'ont jamais pensé à élever. Un détail que la plupart des gens oublient est que les pots en terre cuite placés au fond des bassins japonais traditionnels n'étaient pas seulement décoratifs. Ils fonctionnaient comme des chambres de reproduction protégées. Les écrevisses femelles portent leurs œufs et leurs juvéniles dans des espaces abrités et clos. Les pots en terre cuite imitaient des crevasses rocheuses naturelles et augmentaient considérablement les taux de reproduction sans aucun coût supplémentaire. C'est le genre de petit aperçu oublié qui distingue un système florissant d'un système qui décline lentement. 4. Le canard de Barbarie. Cet animal est important car il résout l'un des problèmes de survie les plus pratiques et les plus discrets auxquels tout agriculteur d'arrière-cour est confronté. Comment produire une viande et des œufs de qualité supérieure et saine à partir d'un animal qui contrôle ses propres coûts de nourriture en gérant votre problème de nuisibles? Nos ancêtres ne cherchaient pas l'animal le plus impressionnant, ils cherchaient le plus utile. Et à cette mesure, le canard de Barbarie est peut-être l'un des animaux les plus sous-estimés aux États-Unis aujourd'hui. Bien qu'originaire d'Amérique du Sud, le canard de Barbarie a été adopté dans les systèmes agricoles ruraux japonais spécifiquement en raison de traits qui le rendaient idéal pour les petites propriétés gérées par des familles. Contrairement aux canards standards, les Barbaries ne cancannent pas. Ils sont presque silencieux, ce qui les rend adaptés aux jardins de banlieue, aux propriétés résidentielles et aux quartiers où des ordonnances sur le bruit pourraient restreindre d'autres volailles. Ils sont également des butineurs agressifs, mangeant des insectes, des limaces, des coléoptères et des mauvaises herbes avec assez de régularité pour réduire considérablement la pression des nuisibles dans un jardin ou une cour tout au long de la saison de croissance. Historiquement, tout ce dont ils avaient besoin était un petit bassin d'eau pour se baigner et un espace de cour ouvert avec de la végétation naturelle pour fourrager. Aucun équipement spécialisé, aucun apport moderne. La pratique était simple. Laisser les canards en liberté dans la cour et le jardin pendant les heures de clarté. Fournir un complément minimal de grains le soir et laisser leur comportement naturel de recherche de nourriture fournir la majeure partie de leur nutrition. Pas de mise à l'échelle, pas de maximisation, juste de la régularité. Pour le maintenir, ils se concentraient sur une chose, faire une rotation des zones de pâturage des canards afin que la terre se repose entre les sessions et que l'approvisionnement en fourrage reste productif. Au fil du temps, ce système n'a pas seulement contrôlé les nuisibles et réduit les coûts d'alimentation. La viande de Barbarie se distingue du canard standard par des aspects importants pour les acheteurs américains soucieux de leur santé. Elle est plus maigre, moins grasse et plus riche en protéines que le canard conventionnel ou même le poulet. Les chefs et les acheteurs de viande spécialisés paient des prix premium pour celle-ci. Les œufs de Barbarie sont plus gros que les œufs de poule et sont préférés par les pâtissiers pour leur richesse en jaune. Un marché de niche mais constant qui récompense les familles prêtes à les fournir directement aux acheteurs locaux. Aux boulangeries ou au marché fermier, un détail que la plupart des gens oublient est que la graisse de Barbarie, rendue lentement à partir des parures et de la peau, était traditionnellement utilisée dans les ménages ruraux japonais comme onguent topique naturel pour la peau sèche, les douleurs articulaires et les irritations mineures. Cette approche multiproduit, viande, œufs, contrôle des nuisibles et graisses fondues comme produits de bien-être, faisait du canard de Barbarie l'un des animaux les plus productifs par mètre carré de tout système d'arrière-cour. Les fermes modernes le mentionnent rarement. Mais les familles qui comprennent la pleine valeur de ce que cet animal offre gèrent discrètement l'un des systèmes à petite échelle les plus autosuffisants et rentables disponibles aujourd'hui. Le système en boucle fermée. Cet animal est important car il résout le problème qui tue discrètement la plupart des petits systèmes agricoles avant même qu'ils ne deviennent durables, le coût continu et cumulé de l'alimentation commerciale. Nos ancêtres n'achetaient pas de nourriture en sac. Ils construisaient des systèmes où une partie de la ferme nourrissait l'autre. Les agriculteurs japonais ont maîtrisé cette approche en boucle fermée bien avant que l'agriculture moderne ne lui donne un nom. Le système fonctionnait ainsi. Les restes de cuisine, les épluchures de légumes,
Les écorces de fruits, les restes de céréales et le marc de café étaient placés dans un simple bac à compost en bois. Les larves de mouches soldates noires, qui sont naturellement présentes dans la majeure partie des États-Unis, colonisaient le bac et convertissaient ces déchets organiques en une biomasse larvaire dense et riche en protéines en 14 jours. Ces larves matures étaient ensuite récoltées et données directement à un petit troupeau d'arrière-cour de 4 à 6 poules. Les poules produisaient des œufs quotidiennement. Leurs fientes enrichissaient le sol du jardin. Le jardin produisait de la nourriture qui devenait des restes de cuisine. Et le cycle se répétait continuellement avec presque aucun apport extérieur requis. Historiquement, tout ce dont ils avaient besoin était un bac à compost en bois, les restes de cuisine quotidien d'un ménage normal et un petit troupeau de poules pondeuses dans un modeste enclos d'arrière-cour. Aucun équipement spécialisé, aucun apport moderne. La pratique était simple. Ajouter les déchets de cuisine au bac quotidiennement, récolter les larves matures 1 ou 2 fois par semaine et les transférer directement aux poulets. Pas de mise à l'échelle, pas de maximisation, juste de la régularité. Pour le maintenir, il se concentrait sur une chose. Garder le bac à larves actif et suffisamment humide pour maintenir la colonie pendant les mois chauds et suffisamment abrité pour prolonger la productivité pendant les saisons plus fraîches. Au fil du temps, ce système de boucle n'a pas seulement réduit les coûts d'alimentation, il les a presque entièrement éliminés pendant les mois de production maximale. Les familles qui utilisent ce système aux États-Unis aujourd'hui rapportent une réduction des dépenses en aliments commerciaux de 40 à 50% ou plus, tout en maintenant une pleine production d'œufs de leurs troupeaux. Le sous-produit du compostage, une matière riche et sombre laissée après que les larves ont fini de traiter les déchets, est l'un des amendements naturels du sol les plus productifs disponibles, réduisant ou éliminant le besoin d'engrais de jardin achetés et créant un environnement de croissance saine et totalement autosuffisant. Un détail que la plupart des gens oublient est que ce système de boucle était pratiqué pendant la période Edo au Japon, des siècles avant l'existence des infrastructures modernes de gestion des déchets. Ce n'est pas né de la seule nécessité, c'était conçu avec intention. Les communautés agricoles japonaises comprenaient que le déchet n'était simplement qu'une ressource qui n'avait pas encore trouvé sa destination. Chaque reste domestique avait un rôle. Chaque animal du système remplissait plusieurs fonctions. Ce n'était pas une pensée primitive, c'était une pensée systémique. Et les familles qui l'ont appliquée ont bâti des vies durables, productives et financièrement indépendantes à partir d'arrière-cours pas plus grandes que ce que la plupart des Américains possèdent déjà aujourd'hui. 5. Voici quelque chose dont on parle rarement lorsqu'on discute de l'élevage d'animaux et des systèmes alimentaires d'arrière-cour. La plupart de ces systèmes n'ont pas échoué parce que les animaux ont cessé d'être utiles. Ils ont échoué parce que les humains ont essayé de moderniser ce qui était conçu pour rester simple. Nous avons ajouté des aliments commerciaux alors que la cueillette naturelle fonctionnait. Nous avons ajouté des produits chimiques alors que les cycles naturels s'équilibraient d'eux-mêmes. Nous avons ajouté de la complexité alors que la régularité était tout ce qui était requis. Chaque système partageait un principe fondamental. Il s'alignait sur le comportement naturel de l'animal au lieu de travailler contre lui. Les cailles qui butinent mangent moins de grains achetés. Les coïs placés dans un écosystème vivant se nourrissent seuls. Les vers à soie élevés sur un seul arbre avec lequel ils ont coévolué pendant des siècles prospèrent sans intervention. Plus le système est naturel, plus il devient résilient. Plus il devient résilient, plus il reste productif au fil du temps sans exiger davantage de l'agriculteur. Ce n'est pas une pensée démodée, c'est l'aperçu le plus avancé, durable et transformateur que tout agriculteur d'arrière-cour à tout âge sur toute taille de propriété peut porter dans le travail qu'il fait. Les ancêtres qui ont construit ces systèmes ne travaillaient pas plus dur que nous. Ils travaillaient en alignement, et c'est une distinction qui vaut la peine d'être préservée. Vous n'avez pas besoin de plus de terre. Vous n'avez pas besoin d'un investissement important. Vous avez besoin des bonnes connaissances. Et aujourd'hui, vous avez reçu 7 points de départ. Choisissez un système qui convienne à votre espace, à votre famille et à votre vie. Posez-vous avec lui, étudiez-le et faites un petit pas en sa direction. C'est ainsi que les systèmes oubliés reviennent à la vie, non pas par de grands gestes,
mais par une personne décidant que les anciennes méthodes ont encore de la valeur. Si ces systèmes animaux oubliés ont changé votre regard sur votre propre arrière-cour, veuillez vous abonner et aimer cette vidéo. Nous découvrons l'histoire et la sagesse pratique que les systèmes modernes ont tenté d'enterrer. Cultivons ensemble un avenir plus autosuffisant. Le prochain coffre de connaissances sera bientôt ouvert.